Donc, puisque c'est 8 heures, on va commencer. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette petite session de citoyenneté numérique de la part du Conseil scolaire catholique Providence. Aujourd'hui, on va être en train de regarder à quoi s'intéresse votre enfant sur Internet, un peu examiner les risques qui en a lieu, puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces risques-là. Et en plus, on va parler beaucoup de discussions qui seraient bien à avoir avec vos enfants. Donc, avant d'aller plus loin, on va commencer par faire une petite prière et la reconnaissance de territoire. Donc, mon Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, je remets entre tes mains le nom de mes enfants. Grave-les profondément en toi, afin que rien ni personne ne puisse les enlever. Protège-les chaque fois que je suis contrainte de lâcher leurs mains. Je ne demande pas de d'épargner tout chagrin, mais d'être leur consolation lorsqu'ils seront seuls ou dans la peur. Seigneur, je mets entre tes mains le nom de mes enfants. Et la reconnaissance de territoire. Nous tenons à reconnaître l'histoire du territoire traditionnel sur lequel le Conseil scolaire catholique Providence dessert ses élèves. C'est avec respect que nous reconnaissons qu'à l'arrivée des Européens, les peuples autochtones étaient déjà sur ces terres. Nous voulons reconnaître les personnes qui utilisent ceux-ci depuis des millénaires ainsi que leurs descendants. Merci. Donc, on va commencer. Donc, essentiellement, nous allons commencer par se présenter. Mon nom, c'est Daniel Goulet. Je suis le coordonnateur en innovation pour maternelle à 12e année. Et aussi présent avec nous aujourd'hui, on a Brigitte Gour, qui est la conseillère pédagogique de maternelle à 6, et Shirley Bellin, qui est la direction de service pour les services pédagogiques de maternelle à 12. Maternelle à 6, excuse. On va commencer aussi par mentionner que vous avez sans doute remarqué que je ne suis pas technicien. Je ne suis pas un spécialiste en informatique ou un spécialiste en sécurité de l'Internet. Je vous parle ce soir comme un enseignant qui a passé 15 ans en salle de classe, qui a eu la joie d'agir comme direction adjointe dans une école secondaire et qui a 2 grands garçons qui sont au secondaire comme c'est là. Et donc, je vous parle d'expérience de plusieurs de ces choses-ci. Donc, on n'aura pas beaucoup de conseils techniques, donc des étapes à suivre précisément pour bloquer ceci, pour bloquer ça, pour permettre ci, permettre ça. On va vous parler un peu surtout des discussions, de la philosophie, des intérêts des élèves et comment on peut travailler avec ces choses-ci pour rendre l'Internet plus sécuritaire pour eux. Donc, vous savez sans doute que les intérêts des élèves changent toujours. Et c'est très difficile de se tenir au courant d'exactement quels logiciels, quelles applications sont utilisées par vos enfants de ce temps-ci. Il y a une évolution qui se fait tout le temps, toujours. Puis ça change aussi d'âge en âge, mais aussi d'école en école et de région en région. Donc, dépendant de la région où tu es, il y a certains logiciels qui intéressent tes enfants qui n'intéressent pas des élèves de la même âge dans une différente école. On va essayer aujourd'hui de vous parler des conseils de grandes lignes par rapport à comment est-ce qu'on peut envisager leur choix sur Internet, puis essayer de mieux les encadrer pour être capable de mieux les guider. Donc, on va travailler en groupe d'âge. Donc, on va commencer à parler de qu'est-ce qui intéresse les élèves de 5 à 7 ans, plus jeunes. Ensuite, on va travailler avec les préados et finalement, on va aller avec les élèves au secondaire. Donc, par la fin, si on a le temps, on va regarder aussi à des questions. Maintenant, vous allez sans doute remarquer qu'il y a une progression qui se passe. Donc, les éléments qui vont intéresser les élèves quand ils sont très jeunes, ça va aussi les intéresser quand ils sont pré-ados et même quand ils sont ados. C'est juste la façon qu'ils vont interagir avec ces plateformes-là, avec ces logiciels-là va changer. Et les risques associés vont changer aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on en regarde pour les élèves les plus jeunes? C'est les jeux en ligne. Oh, excusez, j'ai sauté une diapositive. Donc, les enfants de 5 à 7 ans. Donc, les jeunes de 7 à 7, ils aiment ça jouer. Ils aiment ça avoir des jeux, s'amuser. Ils vivent vraiment dans le moment. Puis, l'autre chose, c'est qu'ils suivent généralement les consignes des adultes. Quand on leur donne des consignes à un adulte, les enfants de 7 à 7, ils aiment ça plaire aux adultes. Donc, ils vont suivre ces consignes-là. Un des éléments qu'ils aiment beaucoup dans ce temps-là, c'est les jeux en ligne. Si tu te rends dans n'importe quel groupe de jeunes enfants, ils vont en parler de leurs jeux, qui aiment ça jouer à la maison avec leurs amis et ainsi de suite. Il y a des centaines de jeux en ligne. Il y en a qui sont éducatifs, des choses comme Maths, Orbit et ainsi de suite, que c'est un logiciel que nous autres on fournit à tous les élèves qui sont dans nos écoles. Mais il y a aussi des jeux qui sont juste là pour le fun, sont juste là pour jouer. Et il faut faire attention comme parent de faire certain que les jeux qui sont en train de jouer sont appropriés. Donc, si votre enfant il décide qu'il veut jouer Grand Theft Auto puis il a 7 ans, c'est probablement pas une bonne chose. Donc,
quels sont les risques qui sont possibles pour les jeux en ligne? Donc, le plus grand risque, c'est que les élèves peuvent facilement se laisser emporter vers d'autres sites. Souvent, sur les jeux en ligne, il va y avoir des petits pop-ups qui apparaissent, puis les enfants peuvent cliquer dessus, puis ça peut les amener à d'autres sites, des différents sites sur Internet, d'autres jeux, ainsi de suite, ou même le clavardage aussi. Plusieurs des jeux, ils ont des éléments de clavardage où les élèves peuvent chatter avec d'autres amis qui sont en train de jouer le jeu en même temps. Puis ça, c'est un élément qui peut être dangereux pour eux aussi. Donc, la meilleure façon les recommandations que nous autres on fait, c'est il faut que vous soyez familier avec les jeux. Puis la seule façon de faire ça, c'est de les jouer, de vraiment jouer les jeux. Quand vous êtes en train de jouer ces jeux-là, préférablement avec votre enfant vient vous voir et dit « Hey, Mom, Dad, j'ai entendu de ce jeu ici qui est vraiment cool. Est-ce que je peux l'installer puis le jouer? » Bien, allons, on va le jouer ensemble un petit peu. Puis là, les choses qu'on devrait regarder quand tu es en train de jouer le jeu, c'est s'il y a un chat, y a-t-il façon de le désactiver? Sinon, est-ce qu'il y a un modérateur, quelqu'un qui vérifie le chat, faire certain qu'il n'y a pas des éléments inappropriés qui sont faits dans le chat? Est-ce qu'il y a des publicités? Les publicités, c'est une façon que les élèves peuvent facilement se laisser emporter à un paquet de différents sites. Puis l'autre chose, c'est des achats intégrés. Très souvent, à cet âge-ci, l'élève ou l'enfant est en train de jouer au jeu sur l'appareil de ses parents, donc sur un téléphone cellulaire, etc. Puis bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous autres, comme adultes, on a nos mots de passe enregistrés dans notre cellulaire. Quand on veut acheter un jeu, on a besoin de cliquer dessus, boum, on l'achète. Souvent, les élèves ne savent pas qu'ils ne devraient pas cliquer sur ça. J'ai vu des collègues et des amis qui ont eu des factures de centaines de dollars parce que leur enfant avait acheté des gems puis des pièces d'argent dans des jeux fictifs. Les autres, ils ne réalisaient pas que ça coûtait de la vraie argent, ça. Là. Donc, ils étaient vraiment en train de jouer. L'autre chose qu'on veut vérifier, c'est qu'avant que tu commences à jouer à un jeu, tu devrais vérifier la cote d'âge. Il y a un système de cote d'âge qui existe. Puis, en cliquant sur ça, tu vas être capable de voir, c'est un jeu qui cible les élèves de 18 ans plus, de 13 à 15 ans, ainsi de suite. Et dernière chose, c'est que quand vous créez un compte pour votre enfant, pour un jeu comme tel, c'est vous autres qui devrez le créer. Donc, créez le compte manuellement, ainsi que comme ça, c'est vous qui gérez le login, le mot de passe de l'élève, puis vous avez un meilleur contrôle sur le jeu comme tel. Donc, discussion à avoir avec votre enfant à cet âge-ci. Puis, les discussions qui sont des fois pénibles que vous avez à ce jeune âge ici vont être tellement un bon investissement quand ils vont être rendus pas mal plus vieux. Donc, première chose, c'est si vous dites, si jamais vous arrivez sur quelque chose sur Internet qui vous rend mal à l'aise, okay, ça va vous trouble, vous voyez un message, il y a quelque chose qui vous dérange, venez nous le dire. Les enfants vont souvent avoir peur d'aller parler à leurs parents quand ils arrivent sur quelque part qu'ils ne devraient pas être. Je ne sais pas comment souvent que je suis dans une salle de classe avec une vingtaine d'élèves, puis là, tout d'un coup, il y a un élève qui dit « Monsieur, je voulais pas aller là, mais j'ai cliqué là-dessus, puis là, tout d'un coup, j'ai un paquet de pop-up, puis là, je suis rendu sur des sites que je sais que je ne devrais pas être dessus. » Le réflexe, c'est qu'il ne faut pas chicaner l'enfant. C'est un moment pour enseigner que c'est correct, c'est pas grave, tu as bien fait de venir m'en parler. Voici ce qu'on veut faire. Puis de cette façon-là, si jamais il y a des situations dans le futur qui se produisent où l'élève il se ressent mal à l'aise dans une situation quelconque sur Internet, soit par le chat de quelqu'un ou les paroles de quelqu'un, il va avoir le réflexe d'aller t'en parler. Puis ce réflexe-là, il est facile à bâtir quand ils ont 7 à 8 ans, pas mal moins facile à bâtir quand ils sont rendus à 13-14 ans. Donc, même chose. Donc, vous expliquez que ce n'est pas de sa faute que sont arrivés sur ce site-là, puis que voici comment tu peux éviter que ça va se produire dans le futur. Donc, quels sont les autres intérêts qu'ils ont à cet âge-là? Un des plus, c'est les moteurs de recherche. Les élèves sont curieux de savoir, OK, bien, comment est-ce que ça fonctionne? Comment on fait pour faire ci? Comment on fait pour faire ça? Donc, première chose, c'est que vous devriez être capable d'activer les paramètres de sécurité sur les furteurs, ce qu'on appelle Safe Search. Puis ça va limiter beaucoup les sites web qui vont être disponibles aux élèves. Mais ce n'est pas possible de tout bloquer. Ce n'est pas possible de tout bloquer en tout temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment parler aux enfants encore, leur dire de venir vous parler si jamais il arrive sur quelque chose que « Oh, maman, papa, je ne sais pas c'est quoi ça, là, mais ça n'a pas d'allure. » Viens t'en parler, ça va ouvrir une discussion. C'est un réflexe qu'on veut développer chez eux. L'autre grand intérêt qu'ils ont dans ce cas-là, c'est les sites de partage de vidéos. Puis là, on parle des choses comme YouTube.
Je connais plusieurs parents que quand ils embarquent dans un auto, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils donnent leur cellulaire à leur enfant pour regarder des vidéos sur YouTube. Puis, il n'y a rien de mal avec ça, mais il faut faire vraiment attention parce que les vidéos, oui, il y a un certain filtre qui est produit sur YouTube, mais ce n'est pas des filtres comme on voit à la télévision où il y a des codes d'écoute, tout ça. Donc, aidez votre enfant à trouver des vidéos qui sont appropriées. Puis une chose que plusieurs personnes oublient de faire, c'est que quand tu regardes des vidéos sur YouTube, il y a une fonction qui s'appelle lecture automatique, autoplay, qui veut dire qu'aussitôt que ton vidéo est fini, il y en a un autre qui va commencer. Donc, ça serait vraiment important de fermer ceci. Parce que dépendant des paramètres de ton compte YouTube ou sur le compte YouTube sur lequel l'élève se retrouve, les vidéos qui vont jouer par après ne sont pas toujours appropriées pour les enfants. Puis, toute cette information-ci qu'on est en train de vous partager ce soir, il y a beaucoup de ça qui vient du site qui s'appelle parentsAvertis.ca. Donc, on vous recommande fortement, si vous avez des questions ou il y a un groupe d'âge en particulier qui vous intéresse beaucoup, d'aller consulter le site parentsAvertis.ca. Le prochain groupe d'âge qu'on regarde, c'est les enfants de 8 à 12 ans. Donc, les enfants à cet âge-ci investissent beaucoup de temps au jeu, puis ils prennent ça au sérieux. Donc, c'est l'âge aussi où l'élève commence à développer des relations pas mal plus approfondies, avec des besoins d'interdépendance. Ils ont aussi tendance à cet âge-ci de tester les limites. Ils veulent savoir où est la ligne. Puis, ils veulent aller juste aussi proche de la ligne qu'ils peuvent sans la traverser pour ne pas se mettre dans le trouble. Dans plus, vers la fin de ce bloc d'âge-là, c'est là où vraiment les enfants deviennent de plus en plus sensibles au jugement social. Donc, qu'est-ce que leurs amis pensent, qu'est-ce que leurs amis font, ça a beaucoup d'importance pour eux. Maintenant, l'élément qu'on va regarder ici, c'est les caméras. Quand ils sont très jeunes, les élèves, ils ont réalisé que, wow, c'est vraiment cool de voir des choses sur des vidéos, des photos, tout ça. Quand ils arrivent à ce bloc d'âge ici, ils réalisent que hey, c'est encore plus cool si c'est mes vidéos puis mes photos que les gens sont en train de regarder. Donc, vers la 11-12 ans, souvent la 6e, 7e année, c'est là qu'on voit les élèves qui commencent à avoir des téléphones cellulaires. Puis ils utilisent ces appareils mobiles-là pour capturer des vidéos puis des photos de tout ce qui les entoure. Qu'est-ce que les élèves souvent ne réalisent pas, c'est que dès que ces photos-là sont partagées sur l'Internet, sont placées sur l'Internet d'une façon ou d'une autre, ils peuvent très facilement se retrouver ailleurs. Maintenant, quels sont les risques qui sont associés avec ça? Donc, n'importe quoi qui est capturé, qui est placé sur Internet, il peut être très facilement retransmis puis partagé ailleurs. Puis là, on ne parle pas juste seulement des photos, vidéos. Ça peut être aussi facile que des propos dans des chats ou des messageries textes. Donc, toutes ces choses-là peuvent être capturées puis rediffusées après. Donc, ça, c'est un des dangers. L'autre chose, puis ceci, c'était comme direction adjointe, là, une des situations que je voyais régulièrement, c'est des discussions qui ont lieu sur des logiciels où les élèves pensaient que c'était pour disparaître à la fin de leur chat comme tel, que c'était juste pour disparaître. Donc, ils pouvaient dire puis ils pouvaient faire n'importe quoi. Mais quand les élèves arrivaient dans mon bureau, je te garantis qu'il y avait presque toujours une copie de ces propos-là qui avait été capturée à l'aide d'un autre appareil. Donc, c'est pas vrai. Donc, ces choses-là ne disparaissent pas. Ils sont là pour toujours. Donc, quelles sont les recommandations? Est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, première chose, c'est que vous pouvez vous familiariser avec des applications de partage de photos. Donc, il y en a plusieurs. On peut parler de Snapchat, on peut parler de Instagram, de Facebook, ainsi de suite. Mais ils ont tous des paramètres que vous pouvez régler. Donc, tu peux restreindre le nombre de personnes qui vont être capables de voir tes vidéos et tes photos. Donc, de limiter les gens qui ont accès. Il y a une grosse différence entre un compte public puis un compte privé. Puis c'est important pour nous d'expliquer ça. Donc, qui peut voir quoi? Puis l'autre chose, c'est aussi de parler de les amis. Donc, sur tous ces réseaux sociaux-là, ils ont tous des éléments d'amis. Puis c'est que qui vraiment mérite d'être un ami dans ton cercle d'amis puis de voir ces choses-ci si tu choisis de partager des choses sur les médias sociaux. L'autre chose qui est important, c'est aussi de parler aussi du choix de sujet de leurs photos. Donc, légalement, tu n'as pas le droit de commencer à partager des photos d'autres personnes sur Internet sans leur permission. Donc, c'est une question de respect pour la prise de photos dans ces situations-là. Quels sont les points à discuter avec votre enfant encore une fois? Regardez,
puis parler, à discuter avec vos élèves souvent de qu'est-ce qu'ils voient en ligne. Puis la responsabilité puis la logique derrière qu'est-ce qu'ils voient en ligne. Maintenant, il y a bien des vidéos qu'on va voir sur Snapchat, Instagram, qui démontrent des gens qui font des choix, disons, douteux par rapport à la sécurité physique, par rapport à tu sais, c'est bien facile de voir le gars qui est en train de sauter son bicycle en bas de la maison ou le gars qui est en train, ou la fille qui sont en train de prendre des rollerblades en arrière d'un auto. Puis de parler de comme la logique derrière ça et le risque impliqué. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de risquer ta vie pour avoir 50 likes de plus? Donc, ça, c'est une discussion à avoir avec votre enfant par rapport à ce qu'ils voient dans leurs vidéos. Rappelez-leur qu'ils peuvent vous en parler. Okay? Si, ils ont, sans avoir peur de perdre accès à l'ordinateur parce qu'ils sont allés voir ce site-là, puis ils ont vu ceci, puis ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils d'en faire. Parlez-leur aussi du choix d'images qu'ils vont partager. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'exposer de cette façon afin d'obtenir l'approbation de des collègues de classe? Donc, encore des discussions qui sont intéressantes à avoir avec votre enfant. Le point clé, c'est une fois qu'une image ou des paroles sont diffusées en ligne, on ne peut plus contrôler la transmission. On ne sait pas où ces images-là vont se retrouver. Je ne sais pas comment souvent qu'on entend dans les médias cette personne célèbre ici a envoyé ce tweet-ci, ça a été supprimé tout de suite, mais d'ailleurs, il y a encore 50 copies de ce tweet-là. Donc, même si tu supprimes qu'est-ce que tu as dit, tu ne peux jamais t'assurer que ça va disparaître. L'autre chose, c'est de parler aussi de les implications légales de la diffusion d'images. Donc, il y a certaines images qui ne sont pas légales à diffuser. Et si tu es en possession de ces images-là, ça peut avoir des conséquences légales dans le futur. Donc, pas juste ça, mais pensez encore une fois qu'est-ce qu'on voit dans les médias sociaux de ces temps-ci, les gens qui ont fait des choix 15 ans passés par rapport à une action quelconque. Puis là, tout d'un coup, ils se retrouvent avec ces images-là qui reviennent 15 ans plus tard. Puis les personnes appliquent la perception moderne sur des choses qui sont passées 20 ans passés. Donc, on ne peut pas contrôler ça. Il y a des choses qui sont peut-être bien drôles comme c'est là, quand tu le mets sur ton compte Facebook, mais dans 10-15 ans, ça risque d'avoir une influence sur ta recherche d'emploi et sur des choix des universités aussi. Quels sont les autres intérêts qu'on peut avoir à cet âge-là? Un, c'est les applications. Comme on l'a dit, ils commencent à avoir des téléphones cellulaires à cet âge-là. Et donc, ils vont vouloir aller chercher des applications. Il faut faire vraiment attention aux services de géolocalisation qui sont intégrés dans les applications. Ces services-là permettent de dire exactement où tu es en tout temps. Et si tu commences à partager ça avec tes amis, n'importe qui peut voir où tu es en tout temps et où tu n'es pas. Donc, ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est de parler de où est-ce que tu vas aller pour installer tes logiciels. Tu devrais installer tous les logiciels à partir de iTunes ou du Google Play Store. Puis, un des problèmes, c'est qu'il y a plusieurs parents qui bloquent accès à ça, puis ils disent « Ah, je ne te donne pas le login, mot de passe pour iTunes ni le Google Play Store. » Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les élèves, ils vont chercher d'autres sources. Ils vont aller chercher qu'est-ce qu'ils appellent un sideload de leurs applications. Puis là, ils vont aller chercher le APK de certains autres endroits dans l'Internet. Puis quand tu commences à t'aventurer dans ces sections-là d'Internet, c'est là que tu vas aller voir des virus, tu vas commencer à aller rencontrer pas mal plus d'autres menaces à la sécurité de l'individu. Donc, c'est mieux de rester avec iTunes et Google Play. Puis encore une fois, faites attention aux achats intégrés. Quand tu cliques sur le petit bonhomme pour acheter des cents ou des crowns ou des jewels, c'est que c'est de la vraie argent que tu dépenses là. Et finalement, c'est les jeux en ligne. Il y a plusieurs jeux en ligne qui sont très populaires chez les élèves. Je pense à Minecraft, puis Fortnite, etc. Mais le problème, c'est que ces jeux-là sont également très, très populaires avec les adultes. Et donc, quand tu es en train de jouer ce jeu-là, il y a souvent un chat intégré avec un micro et un casque écouteur. Puis les conversations qui ont lieu dans ces chats-là, c'est souvent pas approprié pour des enfants de 11-12 ans. Donc, qu'est-ce qu'on vous suggère, c'est s'il y a un chat comme ça, c'est toujours possible de fermer le chat complètement ou juste de ne pas mettre les écouteurs et d'écouter qu'est-ce qui se passe. Parlez aussi avec vos enfants des interactions possibles. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu te retrouves dans un chat où il y a du monde en train de dire des choses qui n'ont pas d'allure? Ben, tu as deux options. Un, c'est tu fermes le micro, tu fermes le chat complètement, ou deux, tu changes de jeu. Donc, ça, c'est tes options.
oui, comme tu ne veux pas commencer à rentrer dans des situations où tu es en train d'avoir des grandes discussions, des arguments avec des gens dans des contextes sociaux, pas besoin de ça. Soit que tu sors ou puis tu peux rapporter le chat si jamais c'était quelque chose qui était vraiment notif. Il y a toujours des façons de rapporter ces choses-là. Donc, tu peux aussi rapporter le chat si jamais il y avait des choses qui avaient lieu qui étaient vraiment inappropriées. Encore là, assurez-vous que le jeu est approprié pour l'âge de l'enfant comme tel. Dernier groupe d'âge qu'on regarde, c'est les jeunes de 13 à 15 ans, aussi connus comme les adolescents ou ceux qui connaissent tout. Quand les élèves sont plus jeunes, ben, ils ont un doute par rapport à ce que tu dis. Quand ils ont 13 à 15 ans, ils sont certains que tout ce que tu dis est à tort et que tu n'as pas raison pour rien. Règle générale. Donc, les jeunes à cet âge sont très influencés par leur père. Ils peuvent être matures, mais souvent ont tendance de surestimer leurs capacités. Ils ont besoin de se sentir acceptés et faire partie d'un groupe, alors même qu'ils développent leur propre identité. Donc, les ados passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils aiment beaucoup regarder les vidéos d'autres personnes et même de partager leurs vidéos d'eux-mêmes. Et c'est donc très important que les enfants soient conscients des avantages et des désavantages qui découlent d'une audience publique. Donc, très souvent, quand on pense aux médias sociaux, surtout aux adolescents, on pense aux éléments négatifs, mais c'est possible de bâtir un curriculum vitae virtuel où tu mets juste en place des bonnes choses que tu fais. Donc, c'est très facile, c'est possible pour un élève, un étudiant secondaire, de vraiment mettre en place un profil numérique qui va être consulté par les universités, qui va être consulté par les places qu'il va travailler par après, puis que ça va être un atout. C'est la réalité à cette heure. Les employeurs vérifient les plages de médias sociaux de leurs employés avant de les engager. Puis s'ils disent qu'ils ne le font pas, souvent ils le font quand même. Parce qu'ils veulent savoir quelle sorte de personne est-ce que je suis en train d'engager maintenant. Et donc, si sur ton profil de médias sociaux, tu as comme le fait que tu étais grand lauréat, le fait que tu as fait du travail communautaire, le fait que tu as été actif dans ta communauté, c'est toutes des choses qui sont un atout pour toi par après. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques associés avec les médias sociaux? C'est certain. Du moment qu'un message est envoyé ou publié, on perd complètement le contrôle de celui-ci. Les renseignements personnels qui sont retrouvés, incluant les photos, les vidéos, peuvent être facilement capturés et envoyés avec d'autres personnes. Encore, c'est quoi les recommandations? Il faut que vous soyez à l'aise avec les médias sociaux comme tels pour être capable de guider votre enfant. Donc, même si tu ne veux rien savoir de Snapchat, va chercher un compte de Snapchat juste pour voir, OK, voici les paramètres, comment je fais pour les régler, quelle sorte de personne je suis. Puis, si c'est possible, puis ceci, quand je dis c'est comme il y a une progression, quand ton fils ou ta fille ou ton enfant ou ton élève a son premier compte de médias sociaux à l'âge de 12 ans, tu leur demandes de t'inviter comme ami. Puis, demande-leur pas de t'inviter comme ami quand ils ont 14-15 ans, il n'y a pas manière qu'ils vont le faire. Mais si tu leur demandes quand ils ont 11-12 ans, ils vont le faire. Et de cette façon-là, tu bâtis un moyen de communication avec eux, un dialogue. Puis ils savent que tu es présent sur ces médias sociaux-là. C'est toujours en arrière de leur tête que tu es là. Donc, c'est une façon de bâtir un dialogue avec eux, que par après, si jamais il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se produit dans les médias sociaux, ils vont être capables de t'en parler. Puis ça aussi, ça va vous permettre de connaître comme les pseudonymes, les amis sur Internet, ainsi de suite, puis d'avoir des conversations par rapport à ce qui se passe en ligne avec votre enfant comme tel. Donc, un point que plusieurs personnes oublient, puis surtout quand ils deviennent ados, là, 13, 14, 15 ans, c'est que si tu fais des menaces en ligne, peu importe si c'est quelqu'un qui n'est pas à ton école, c'est quelqu'un d'une autre école, ça ne fait pas de différence. Ça m'est arrivé souvent comme direction adjointe d'avoir besoin d'appeler d'autres écoles secondaires dans la région pour parler de des discussions qui ont eu lieu sur Snapchat entre des amis qui se retrouvent maintenant dans plusieurs différentes écoles. Donc, c'est illégal de menacer quelqu'un en ligne. C'est aussi illégal que de le faire en personne. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'intimité, ça n'existe pas sur l'Internet. Donc, c'est un lieu public. Tout ce que tu fais sur ce lieu-là est public et qui peut être consulté par n'importe qui. C'est aussi important de discuter avec votre enfant. C'est quoi les qualités importantes d'une relation saine? Donc, c'est une relation où tu peux discuter, où tu peux avoir un dialogue, où il y a du respect de la part des deux personnes. Donc, ça, c'est tous des éléments qu'il faut qu'ils apprennent à savoir, puisque c'est une relation saine en personne, mais c'est aussi la même relation qui devrait avoir lieu sur les médias sociaux et dans les dialogues qu'on a là.
Puis dernièrement, puis probablement le plus important, c'est soyez là pour votre ado. Gardez un dialogue ouvert avec eux. S'il vous rapporte quelque chose qui s'est passé, qu'il est mal à l'aise, ne le chicanez pas pour avoir été là, mais plutôt regarder à quelle façon est-ce qu'on peut maintenant prendre soin de la situation et travailler ensemble avec votre enfant pour venir à bout à trouver une solution possible au problème. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Nos courriels sont au bas de la page et Brigitte va mettre un lien vers un sondage dans le chat. Et comme ça, si vous voulez nous contacter, vous pouvez placer vos questions là-dedans ou les placer dans le chat. C'est comme bon vous semble. Donc, on va voir s'il y aurait possiblement des questions de la part des gens. Donc, n'en voyant pas, j'aimerais, moi aussi, j'aimerais tout vous souhaiter une excellente soirée et vous remercier d'avoir vous joint à nous aujourd'hui et à la prochaine. Merci.